Bonjour Franck Antunès. Bonjour Bruno Kaufmann. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour échanger sur le sujet suivant. L'équilibre des relations entre clients et fournisseurs, une utopie ou un gage d'intérêt mutuel. Avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter pour nos spectateurs. Donc, je suis directeur des achats du groupe GCC. J'ai commencé ma carrière en tant que technologue. J'étais chargé d'affaires, donc à la planche à dessin, en train de vendre des machines de tri. Et comme j'ai un père acheteur, je négociais avec des principes achats. Mes affaires tournaient avec plus de marge que mes petits camarades. Et donc, j'ai un dirigeant qui m'a demandé de lancer un service achat, ce que j'ai fait en 97. J'ai repris, je suis allé ensuite dans un domaine du génie climatique. Je me suis dit qu'au début des années 2000, mettre des clims dans des hôtels, ça serait un marché du présent et d'avenir. Et j'ai repris mes études pour un Master 2 en achat. J'ai fait des achats à l'international en ingénierie. Et en 2013, GCC est venu me chercher pour lancer le service achat dans le domaine de la construction. Très bien. Merci beaucoup Franck. Je vais également me présenter. Je suis Bruno Kaufmann, je suis directeur commercial du groupe OFA. Nous gérons une plateforme de contrôle et de dépôt de documents légaux, principalement pour le BTP. Et nous avons à ce jour 62 000 clients qui nous font confiance. Je vous propose d'attaquer notre échange. Allons-y. J'ai cru comprendre que chez GCC, vous avez décidé d'aborder les relations clients-fournisseurs de manière moins traditionnelle que moi, ce que j'ai pu voir depuis ma carrière de vendeur. Alors, ça part de deux constats. Un premier constat qui a été fait, alors, de mon passé de technologue, j'en ai gardé l'idée de mettre des choses dans des petits tableaux Excel. Donc, toutes mes négociations sont dans des tableaux, toutes les négociations de mes équipes sont dans des tableaux. Et je me suis aperçu que avec des négociations où il y a de la recherche d'argumentaire et où on regarde vraiment le fournisseur comme un partenaire, eh bien on arrivait à des niveaux d'efficacité qui étaient nettement plus importants. Ce n'était pas tout à fait ce que j'avais appris, parce que j'étais quand même à l'école Valeo, Michelin, tout ça, donc avec des achats des fois un peu durs. Et là, donc avec ce type d'achat, le constat, c'est que quand il y avait réellement de la concurrence, on arrivait à faire des gains sur les négociations de plus de 50%. Et mieux, quand il n'y avait pas de concurrence, quand il y avait vraiment un fournisseur unique, il y avait des gains de l'ordre de 20% qui se faisaient d'une méthode à l'autre. Donc il y avait quelque chose à aller creuser. Et l'idée, c'était de se rendre compte comment aller le faire. Donc j'ai mis des choses en place. Et ensuite, quand j'ai pris qu'on m'a appelé pour mon dernier job, j'ai fait un audit pour voir quelles étaient les pratiques. Et je me suis aperçu que dans le domaine de la construction, il y avait des méthodes qui, des fois, étaient un petit peu viriles. Alors, on me disait, je demandais qu'est-ce qu'un bon fournisseur, et on me disait, c'est celui qui meurt à la fin du chantier tellement qu'on l'a étranglé. Donc, mais dites-moi, c'est impressionnant. Oui, il y avait même des adeptes de Michel Audiard, puisqu'il y en a un qui m'avait dit, celui qui croit que la force n'est pas la bonne méthode, c'est qu'il n'a pas tapé assez fort. Donc, je me suis dit, il y a quand même des choses à faire. Et puis, ça tombe bien, je suis allé auditer les sous-traitants principaux derrière. Et je me suis aperçu que, bien là, ils disaient, comme ils essayent souvent de bluffer, de nous rouler, bien quand on peut répondre à 100, on répond à 110. Et après négociation, on se met à 105. Donc, ce n'était pas la bonne méthode pour avoir des bons prix. Le problème, c'est que donc ça, c'était quand même 80% des pratiques. Il y avait 20% des pratiques qui étaient, on ne sait pas comment, mais le type, il parle avec les gens et ça se passe bien. Et du coup, il a des bons prix. Mais grosso modo, il y avait une manière forte et une manière faible de faire des achats. Donc l'idée, c'était qu'il fallait commencer à faire changer un peu les pratiques pour arriver à faire des choses différenciantes, puisque c'était ce qui était important pour nous, se différencier sur le marché, parce qu'on ne pouvait pas, on n'a pas la taille des leaders, on est une grosse ETI de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc avec déjà des moyens et des capacités. Mais on n'est pas un leader du marché puisqu'on est classé entre la 8e et 10e place. Donc on ne pouvait pas exiger un certain nombre de choses. Il fallait surtout qu'on fasse différent par rapport aux autres et qu'on ne soit pas sujet seulement au volume qui fait la différence entre un bon achat et un achat moins performant. Je nuance pour nos spectateurs, 10e place sur un marché où le 500e fait déjà plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà. C'est une très belle place. C'est-à-dire, on n'est pas une major, mais on est une grosse majorette. Donc on compte quand même, mais pas suffisamment. Jolie expression. En préparant cet échange, vous m'avez parlé de négociation assertive. On parle de quoi dans ces cas-là ? Alors, on parle justement qu'on va
donner des argumentaires, écouter les argumentaires de l'autre, s'en servir pour faire avancer la discussion et surtout, de ne pas se mettre dans une position dominante pour pouvoir avoir un accès à un partenariat et à une ouverture aux solutions la plus large possible et pas une exigence en disant si vous ne savez pas faire ce que je voudrais vous faire faire, eh bien vous êtes mauvais. Bon ben là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut changer, on peut trouver des nouvelles solutions. Il y a toujours des solutions alternatives qui sont possibles ou bien dans certains marchés, il n'y a qu'un fournisseur possible? Même quand il n'y a qu'un fournisseur possible, il y a toujours des choses possibles. C'est-à-dire que je fais beaucoup de formations en interne pour tous ceux qui sont au contact du process achat, pour que chacun se mette en ligne pour pouvoir arriver à une bonne négociation. Et quand on fait parler autour de la table, quand le client nous impose un fournisseur, est-ce qu'il y a le moyen de changer de fournisseur? Eh bien, ils ont tous des méthodes, ils y arrivent toujours. La problématique étant ce que nous-mêmes, nous nous imposons. C'est-à-dire que dans 25% des cas, à peu près, il y a des fournisseurs qui sont imposés par des clients et on se retrouve à 80% des cas avec des impositions au moment de la négociation. Donc ça veut dire que la plupart, c'est nous-mêmes qui nous sommes imposés. Et il fallait aller creuser pourquoi on s'impose nous-mêmes des fournisseurs et des solutions. Et la plupart du temps, c'est des questions de confiance et on a confiance à certains fournisseurs, on a des habitudes avec certains et on regarde un peu moins les choses de façon rationnelle et du coup on répète ces habitudes et là évidemment on est soumis aux fluctuations directes du marché. Vous avez un exemple à me donner? Je ne sais pas, j'ai confiance en mon beau-frère, donc c'est lui qui va intervenir. C'est ça l'exemple qu'il faut citer? Je me rappelle d'un exemple tout récent. On m'a dit, moi j'aimerais bien passer avec Toto, là, il est très bien, puisque l'année passée j'ai fait une affaire à 100 000 € et ça s'est très bien placé. Sauf que l'appel d'offres qu'on était en train de faire était à plus d'1 million d'euros, ce qui veut dire que ce qui était sûr, c'est que ce sous-traitant à faire une affaire à 100 000 €, eh bien, ça ne pouvait pas être le même performant à 1 million d'euros. Donc on arrive à se créer soi-même le piège qui va nous conduire à la mauvaise solution. Tout ça pour des raisons très affectives et de confiance. C'est vrai que ça s'est bien passé, mais du coup, est-ce que ça va bien se passer dans un tout autre contexte? Il n'y a pas de raison. Et au contraire, il y a des raisons pour que ça se passe mal. D'accord, c'est clair. Je comprends bien que le prix n'est pas le premier critère. Donc c'est quoi les critères chez GCC, de vos équipes? C'est quoi que vous mettez en avant? Bien justement, il n'y a qu'un critère principal et qui va faire vraiment partie de notre négociation, c'est qu'on va poser la question au chargé d'affaires, celui qui est vraiment le maestro pour la réalisation du chantier, qu'est-ce qu'un bon fournisseur pour vous ou qu'est-ce qu'un bon sous-traitant pour vous? Et on va écouter ces éléments et on va les négocier comme d'autres éléments. Parce qu'à chaque fois, ils changent et tous les chantiers, c'est des œuvres qui sont terriblement humaines. Donc, évidemment, il y a la qualité du fournisseur, mais du sous-traitant, quand on veut un tuyauteur, on s'adresse à un bon tuyauteur qu'on aura bien estimé, qu'on aura regardé les fiches, il y a un bon retour dessous, etc. Donc on sait que ça va quand même bien se passer parce que c'est son métier. Ou en tout cas que ça devrait bien se passer. En tout cas, on n'en sait pas plus que ça, puisqu'on peut pas, c'est pas comme une voiture, on ne peut pas l'essayer avant un chantier, tant qu'il ne l'a pas terminé, on ne sait pas s'il va bien le faire. Donc dans ce cadre-là, ce qui va faire la différence, c'est la relation de confiance. C'est toujours la confiance. On achète toujours de la confiance. Le deal de base, c'est que en tant qu'acheteur, j'achète de la confiance et je donne de la crédibilité. Si je ne suis pas crédible, je n'aurai jamais les meilleures solutions, je n'aurai jamais les meilleurs prix, je n'aurai jamais les meilleures conditions. Donc il faut que je sois crédible. Mais il faut que je sois conscient que s'il y a 4 fournisseurs qui ont été sélectionnés et qui sont en capacité de faire ça, ce qui va me faire le choix, c'est la confiance. Et pour ça, ça va être cette relation équilibrée de partenariat qui va vraiment me permettre d'établir ce critère et d'encadrer le plus possible la subjectivité. Ok, je le comprends bien. Il y a par contre un élément qu'il faut prendre en ligne de compte dans votre métier. Il y a beaucoup d'entreprises où les acheteurs achètent 100% des prestations et des produits. Dans la construction, c'est différent. Il y a des gens qui ont un titre qui n'est pas un titre d'acheteur. Je pense aux conducteurs de travaux qui achètent énormément de choses. De quelle manière vous arrivez à gérer effectivement des achats qui ne sont pas dans votre service avec des gens dont ce n'est pas le métier? Alors nous, on a un portefeuille qui est de presque 450 millions d'euros à acheter en achat. Et donc les acheteurs eux-mêmes sont capables de gérer un noyau dur. Les achats qui sont avec le plus d'enjeux possible, ce n'est pas toujours financier, des fois ce sont d'autres enjeux avec les clients. Et donc on a environ 50 à 80 millions d'euros qui sont directement gérés par des acheteurs.
Ensuite, je me permets de vous couper, c'est des achats frais généraux, c'est de la ferraille pour les chantiers, du béton pour les chantiers, du granulat. à 80%, c'est l'exécution des chantiers. On est dans un métier où on fait des chantiers, donc on peut acheter des PC, etc., qui vont servir bien sûr les équipes, mais il ne faut pas du tout qu'on se cantonne à ça. Ce qui va réellement faire l'impact sur le prix et la rentabilité de nos chantiers, c'est d'acheter pour les chantiers. Donc à 80%, ça, c'est pour les chantiers. Ensuite, on négocie des accords cadres qui vont nous permettre notamment de faire passer les flux de tout venant, c'est-à-dire 50% du nombre de factures qui représentent 10% du chiffre d'achat, et puis même qui vont gérer une certaine concurrence sur des éléments clés. Donc ça, tout compris, on arrive aussi à entre 50 et 80 millions suivant les années. Et ensuite, nos responsables achats vont accompagner les conducteurs de travaux dans des argumentaires, dans des sourcings, dans des négociations. Ils vont se mettre à côté d'eux et on va essayer de les faire progresser parce qu'on les a fait passer avant en formation. Et ils vont être formés au savoir-être de l'acheteur et au savoir-faire de l'acheteur. Qu'est-ce que le process? Comment il s'insinue dans le process? Quel est son rôle le plus important dans le process achat? Quel est l'aspect juridique aussi, pour savoir où est-ce qu'il met les pieds quand il signe, si c'est paradoxal. Et ensuite, des clés de la négociation, et justement des négociations positives où on va essayer de sortir du bluff, de Starsky-Hutch, du chaud et du froid, de ce genre de choses qui sont des choses que les commerciaux connaissent trop bien et qui nous renvoient magnifiquement dans les gencives. Donc on va essayer de faire des choses qui sont beaucoup plus constructives, bâtir des relations avec eux pour pouvoir mettre ça en place. Alors, la clé là-dedans, c'est que d'abord, il a fallu impacter sur les esprits, sortir du fait qu'il y a des achats forts et des achats faibles. Et pour ça, alors, moi, j'ai fait plus de 35 ans de judo et je me suis servi du parallèle avec le judo. C'est-à-dire qu'on a réuni les cadres, donc il y avait plus de 700 cadres qui étaient réunis à la Maison de la Radio, et il y avait différents, comme si c'était des émissions radio qui se faisaient. Et donc je suis moi venu avec, ce qui donne le nom de la méthode, c'est la méthode Uke. Je suis venu avec le Uke, le partenaire adversaire de Teddy Riner, et qui était Mathieu Bataille. Mathieu Bataille, c'est un très grand judoka, poids lourd, 125 kilos, 3 fois champion d'Europe, champion du monde par équipe, etc. Et on a fait une démonstration en 3 temps. Le premier temps, c'était de faire ce qu'on appelle en judo des uchikomi, c'est-à-dire on va répéter le mouvement jusqu'à ce qu'on trouve son efficacité. Et là, le partenaire, avec les sensations qu'il a, va nous orienter pour trouver la bonne technique, celle qui est le mieux adaptée, et là où il ressent, où il y a un déséquilibre. Il va nous dire ta main, mais là, un peu plus haut, il faut que tu te baisses plus, ça te convient mieux comme ça. Et il va vraiment avoir cet échange-là. Et avec un partenaire, ça symbolise le fait qu'il y a la recherche de solutions avant donc d'arriver à avoir le meilleur prix. Cette recherche de solutions, ça veut dire que chez nous, 1 fois sur 2, c'est une variante qui remporte le marché. Donc c'est vraiment qu'il y a eu cet échange avec le sous-traitant. La deuxième partie qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle les katas. Alors les katas, c'est une démonstration technique qui permet d'avoir les différents grades à partir de ceinture noire, 1er, 2e, 3e dan. Donc on a fait pour les spécialistes la première série du Nage no Kata. Donc là, il faut motiver son partenaire pour qu'il ait envie de faire une très belle démonstration. Si vous êtes derrière lui à lui dire c'est mauvais ce que tu fais, etc., il ne chutera pas de la bonne façon, ça sera absolument laid ce qu'il va faire et il n'y aura pas le grade. Il faut que lui-même il soit extrêmement motivé. Bien entendu, moi avec mes 85 kilos, quand je porte Mathieu Bataille sur les épaules et ses 125, s'il n'a pas envie de tomber correctement, ça sera une catastrophe. Donc il faut qu'il ait cette envie-là. Et donc ça symbolisait la réalisation du chantier. Et puis, on a fait, pour terminer, ce qu'on appelle un randori, c'est-à-dire un combat. Bon, je l'avais payé un petit peu, donc du coup, c'est moi qui ai gagné. Mais en tout cas, un combat qui permettait de pouvoir faire cette négociation où on est sur des avis différents, sur des rivalités, mais avec toujours un immense respect. Alors nous, en judo, on salue tout. On salue le tatami, l'arbitre, les spectateurs, la personne en face, etc. Et on respecte les règles. On ne va pas lui mettre un pouce dans l'œil ou quoi que ce soit. Parce que, justement, Uke, on va leur retrouver ensuite
la prochaine fois pour essayer de s'améliorer, puisque la performance de nos chantiers est directement issue de la performance de nos sous-traitants. Comme la performance de Teddy Riner, 10 fois champion du monde, eh bien, il y a un certain nombre de titres qu'il doit à Mathieu Bataille, et ça tombe bien, Mathieu Bataille doit ses titres aussi à la progression qu'il a fait grâce à Teddy Riner. Et donc, ça permet de bien visualiser la relation partenaire-adversaire, dans un mot japonais, uke, et en même temps, ça permettait aussi de faire sortir l'idée que le fait d'appuyer la tête ou de négocier avec une batte de baseball, c'était une manière forte, et le reste, une manière faible. Bon, quand il y a deux judokas, même si la manière assertive peut paraître faible à certains, au moins en kimono, ça paraît un peu plus fort, donc ça permettait de sortir de cette idée-là. Et ça a bien marché, et maintenant, dans toutes les formations, eh bien, on rappelle ce uke, ce que c'est, et tout le monde a les choses en tête. Alors, je rencontre des gens qui me disent « Ah, je suis judoka, justement, machin. » Bon, c'est drôle, ça permet de faire des choses et de faire avancer les éléments. J'aime beaucoup l'exemple. Vous êtes rentré chez GCC il y a 8 ans. Ouais. De quelle manière vous avez réussi à faire passer ce message à la direction générale que les achats devaient évoluer dans ce sens-là pour avoir cette relation équitable entre le client et le fournisseur? Parce que ce n'était pas l'esprit de GCC, je pense, quand vous êtes arrivé. Non, l'esprit de GCC, c'était celui de la construction de façon classique, hein, qui n'avait pas été encore noyauté par les achats. Donc, comment on a fait passer ça? Toujours avec cet esprit de différenciation. Parce que la méthode uke, c'est la première pierre. Ensuite, une fois qu'on a réussi à mettre cette relation de partenariat saine, c'est-à-dire sans arrière-pensée, on met des choses en place sans arrière-pensée, on protège les solutions techniques et on leur dit, si vous me donnez de bonnes solutions techniques, je ne les donnerai pas aux concurrents et vous n'aurez pas celles des concurrents. Et bien du coup, on peut à ce moment-là mettre là en place la négociation assertive et donc négocier sur des enjeux, essayer de trouver quelles sont les raisons pour lesquelles qui ont fait venir le commercial dans ce bureau, ce sous-traitant dans ce bureau pour négocier. Qu'est-ce qui l'a motivé ? Ce n'est pas le prix, ça peut être sa prime, ça peut être il a une hypothèque sur une maison, ça peut être un développement qu'il veut avoir, ça peut être une planning d'employés à mettre en place, ça peut être tout ça. Et en tout cas, ce n'est pas sur notre feuille de réalisation d'affaires. Et donc, il va falloir aller le chercher ailleurs, en face. Et c'est avec l'écoute et les questions ouvertes qui vont nous permettre de bâtir ça. Et là, on s'aperçoit que les résultats sont bien plus performants quand on a trouvé les éléments en jeu. Alors, ça peut paraître un peu comme ça, des fois abscon ou conceptuel. J'aime bien prendre l'image d'une émission à la télé, sur C17, peut-être que je suis seul à la regarder. C'est quelqu'un qui a la tête de Bruce Willis et qui achète pour son Pawn Star, qui achète du matériel d'occasion pour pouvoir le revendre. Et il base toutes ses négociations sur cette partie en jeu. Et on voit bien, puisque les personnes face caméra disent, voilà, j'ai le casque de cosmonaute de Gagarine à vendre, je l'ai acheté $2000, je voudrais le vendre $4000. Et pourquoi vous voulez le vendre $4000 ? Parce que j'ai le mariage de ma fille à payer. Et tout l'intérêt de la personne en face, ça va être de trouver la raison. Et là, il pourra avoir vraiment arriver à avoir le meilleur prix, les meilleures conditions, et en rendant les deux personnes contentes. Et peut-être que ça sera à $2500 qu'il a réussi à vendre, mais ça lui paye le mariage de sa fille. Et donc c'est ça qu'il faut aller chercher. Quand c'est un commercial, c'est comment fonctionne sa prime. Est-ce que vous voulez la commande, je vous la passe ce mois-ci ou le mois prochain ? Pourquoi ce mois-ci ? Ah, c'est mieux pour votre prime ? Et donc effectivement, ça va nous permettre d'avoir ce type de relation. Et il n'y a pas de raison qu'ils nous cachent les choses à ce moment-là, puisque de toute façon, même si vous voulez le cacher, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Donc ils vont l'exprimer par le corps ou par la parole, mais on va le comprendre, on va forcément le comprendre quand on sait écouter. Donc c'est ce qu'on met en place, et pour ça, il faut qu'il y ait cette relation déjà de partenaire-adversaire pour pouvoir se parler le plus ouvertement possible et de pouvoir construire des solutions. Et c'est cette co-construction de la solution qui va nous permettre d'avoir l'élément le plus efficace pour nous. Ensuite, il faudra le faire passer en interne.
J'aime bien vous écouter, Franck, parce que sur ces techniques achats, j'ai l'impression qu'on parle aussi de techniques de vente. C'est ce que j'utilise depuis 25 ans, donc on voit cette similitude. Par contre, vous avez un grand niveau de maturité sur cette partie achat. Vous avez compris comment fonctionnait le vendeur en face de vous. Mais est-ce qu'il y a toujours le bon interlocuteur en face pour être au niveau que vous attendez? Et qu'est-ce qui fait que vous arrivez à discuter de cette manière-là avec tout le monde? Et déjà, est-ce que c'est possible de discuter de cette manière-là avec tous les fournisseurs? Non, c'est pas possible avec tout le monde. Ça va être justement... Alors, la définition de base, nous ce qu'on essaye d'apprendre en formation et de faire percoler, c'est qu'on fait des bons deals avec des bons commerciaux. Donc, on va effectivement essayer de prendre le bon commercial. Si le commercial ne nous va pas, si on voit qu'il n'a pas assez de pouvoir, si on voit qu'il n'a pas assez d'imagination, etc., on va changer de commercial jusqu'à ce qu'on trouve le bon commercial. Et c'est avec ce bon commercial, et là c'est une exigence, ça veut dire que pour nous, il faut qu'on soit à la hauteur, parce qu'il va très bien défendre ses arguments, il va tellement bien les défendre que quand on sait nous l'utiliser, trouver les enjeux, le motiver, il va devenir notre commercial auprès de sa direction. Donc il faut qu'il soit très bon pour pouvoir déclencher les bonnes choses au bon moment. Et pour ça, effectivement, c'est difficile. Ça veut dire que nous, en interne, il faut qu'on soit au niveau. Donc il y a des formations. Il y a des formations pour les acheteurs aussi, pour qu'ils soient d'un niveau supérieur, pour qu'ils comprennent mieux. Alors, on fait des systèmes avec des jeux de cartes, etc., pour qu'ils voient vraiment que l'achat, c'est un troc. Je vais donner quelque chose qui a une moindre importance pour avoir quelque chose qui a une plus grande importance pour moi. Et si le commercial fait la même chose, on arrivera à un très bon accord. Et ça tombe bien la plupart du temps. L'élément de base n'est pas le prix. Donc on arrive à s'entendre sur des tas de choses pour être très performant. Donc on va chercher ces bons commerciaux pour faire les bons deals. On va les identifier et on va leur courir après. Je suis un peu perplexe. Si vous avez le bon fournisseur mais pas le bon commercial, vous faites quoi? Vous remontez au patron de la société chez le fournisseur ou vous changez de fournisseur? C'est ça. Nous, on négocie beaucoup aussi en essayant d'exprimer des problématiques. Donc, dans le cas où le fournisseur, le commercial, on ne le trouve pas tout à fait performant, eh bien, c'est moi qui vais aller le voir le patron et qui vais lui dire « Vous avez un bon produit, vous nous intéressez, il va falloir essayer qu'on ait un autre type de relation. » Et des fois, donc, les négociations se font directement en directeur des ventes et directeur des achats, parce que c'est là où on arrive à trouver le deal sur certains éléments qui sont à enjeu. Et ça se passe beaucoup mieux, on arrive à avoir des choses qui donnent beaucoup plus de perspectives notamment. C'est très intéressant, on est à l'université des achats, mais je crois qu'on va partager cette info également sur l'université de la vente, parce que ça c'est un vrai critère d'embauche des commerciaux et de staffing des équipes commerciales. Donc moi je découvre ce point-là, donc merci beaucoup de nous le partager. Et c'est pas facile, je dois dire qu'effectivement, c'est pas toujours facile de trouver des bons commerciaux. C'est-à-dire déjà, nous, ce qu'on note, par exemple, pour voir si c'est un bon commercial, est-ce qu'il fait une phase de découverte quand il se présente? S'il fait une phase de découverte alors qu'il nous connaît depuis 10 ans, c'est un bon commercial. C'est un très bon commercial. S'il ne fait pas cette phase de découverte, eh bien, on va essayer de l'orienter sur est-ce que vous savez qui on est? Qu'est-ce que vous connaissez de GCC? Et là, on va voir quel est son niveau de maturité. On va essayer de réajuster et de lui montrer l'intérêt qu'il a à travailler avec nous. Voilà, c'est une des méthodes qu'on utilise et on va noter ce qui fait ces phases de découverte. Très intéressant. Alors qu'en université, vous devez leur demander de faire des phases de découverte. C'est la base. C'est la base, effectivement, des techniques de vente. On a le contact, la découverte, l'argumentation, la réponse aux objections et bien sûr la conclusion. Moins d'une fois sur 3, ils font des phases de découverte. Petite information. C'est très bien. On discutait d'ailleurs en préparant cet échange, Franck, sur le fait que finalement, dans les écoles de vente, il y a très peu de directeurs achats ou de formateurs achats qui interviennent. Et de la même manière, en Master 2 achat, par exemple, il y a peu de directeurs commerciaux qui interviennent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à gagner à ce niveau-là? C'est vrai que souvent, même dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai voulu qu'il y ait des séminaires avec les commerciaux pour qu'ils se rendent compte ce qu'il y a dans la tête des acheteurs. Quand on est dans un acte d'achat, en formation, quand on arrive à l'atelier choix, justement, je leur demande qu'est-ce qui fait le choix de pouvoir utiliser, de sélectionner tel fournisseur. Tout le monde me dit le prix. Et puis je fais un petit exercice. Eh bien, le moins cher, il est pris 1 fois sur 4, alors qu'il n'y a aucun piège. C'est vraiment un truc très simple. Donc, le critère prix est finalement le 4e ou 5e critère, la plupart du temps,
qu'on le veuille ou non. Et c'est avant tout des critères de confiance qui vont faire la différence. Et donc ça, c'est difficile à faire comprendre à un commercial parce qu'on y est pour quelque chose. Nous, les achats, systématiquement, on leur explique que s'ils n'ont pas été pris, c'est à cause du prix. Comme ça, au moins, ils font l'effort de remettre un bon prix. Vous aviez le meilleur prix, mais on n'a pas confiance en vous. Évidemment, c'est une catastrophe. Donc, on leur dit que c'est le prix. Et ils arrivent à nous croire, alors que c'est un mensonge qui est finalement une grande politesse entre tout le monde. Nous, on donne la possibilité que le fournisseur puisse se rendre compte quelles sont les raisons réelles qui ont fait qu'il n'a pas été sélectionné. Le fameux feedback. On fait un feedback, on fait des fiches d'évaluation et en fin d'année, on va communiquer sur ces fiches d'évaluation pour avoir les critères d'amélioration. Et là, à ce moment-là, il va se rendre compte d'un certain nombre de choses. On va lui dire quelle est la relation avec GCC. Il nous dit ça. Vous voyez, nous, de l'autre côté, ce n'est pas tout à fait ce qu'on perçoit. En termes de délai, des fois, vous êtes en retard, alors comme les autres. Mais vous appelez pas, par exemple. Et du coup, c'est extrêmement gênant parce qu'on perd du temps avec nos équipes, etc. Alors qu'il suffit de donner un appel. Voilà, il y a un tas de choses comme ça et ils sont extrêmement friands et ça améliore notre crédibilité. Ça veut dire qu'on les observe, on les regarde, on a une idée rationnelle de ce qu'ils font et on est capable d'échanger là-dessus. Très intéressant. Dans cet équilibre des relations entre clients et fournisseurs, je m'aperçois d'un élément dans le BTP. Et simplement dans le BTP, on ne parle plus de clients et de fournisseurs, on parle de donneurs d'ordre et de sous-traitants. On a l'impression d'être revenu au Moyen-Âge dans cette étymologie, dans les termes utilisés. C'est vrai, et ça, c'est vraiment, nous, une partie lexicale qu'on essaye d'enlever. On ne parle pas dans les formations justement de donneur d'ordre, parce que ça fait tout puissant, et on fait un cahier des charges, et il doit le faire. Et donc, on préfère cette relation client-fournisseur, de partenaires, comme j'aime bien expliquer, moi, en équipe de France, il n'y a pas de client-fournisseur. Hein, Mbappé, ce n'est pas le client de Varane. Ils sont tous les deux partenaires et c'est parce qu'ils vont bien faire cet échange que du coup l'équipe est performante. Et donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et on va les qualifier de fournisseurs, de sous-traitants. Et finalement, on va mettre peu en avant qu'on est client et surtout pas donneur d'ordre. D'accord. Nous, au niveau achat, c'est comme ça qu'on le fait. On sait que de toute façon, ces termes vont être utilisés. Donc ça permet de les atténuer alors qu'ils restent vifs dans le métier de toute façon. Donc on ne veut pas en rajouter là-dessus. Est-ce que cet échange entre partenaires vous aide dans l'environnement actuel où on parle de RSE, ça fait partie des objectifs au niveau de l'ensemble des grandes entreprises, tous les acheteurs doivent se pencher là-dessus. De quelle manière vous abordez cette démarche RSE au niveau achat chez GCC ? Alors nous, on avait mis ces choses en place avant et on se rend compte que heureusement, on est terriblement dans le move, on va dire, puisque la RSE nous oblige à avoir ce type de relation. Ça nous oblige parce que si on s'en tient au fait de dire « je cherche quelqu'un qui soit performant, un fournisseur qui soit performant en RSE, et donc voilà ce que j'exige, et je mets des croix, lui il ne l'a pas, je ne le prends pas ». Et bien du coup, on va tous vers les mêmes fournisseurs. Et comme je vous dis, nous on a des concurrents qui font 7 à 10 fois notre chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ait, un, les meilleurs prix, et deux, pour qu'on ait toute l'attention du sous-traitant. C'est clair que si nous, on pèse 10% du chiffre d'affaires du sous-traitant, et s'il a un client qui lui fait 40%, c'est pas terrible, hein, eh bien, à ce moment-là, en cas de problème, et il y aura un problème, il va prendre des équipes sur nos affaires. Donc, il faut absolument se différencier pour la plupart des sociétés. Ça veut dire se différencier, c'est qu'on va déjà accueillir la performance RSE du sous-traitant ou du fournisseur. On va lui demander qu'est-ce que vous faites dessus. Et là, on va faire un truc magique, c'est que du coup, on va prendre quelque chose qui ne nous coûte rien et ce sont nos commerciaux qui vont le valoriser en disant on est capable de traiter les déchets, tout ça. Bon, du coup, c'est l'Oxam qui le fait, ça nous permet de le valoriser. Et puis ensuite, eh bien, comme chacun fait des choses, eh bien, ça nous permet d'échanger des bonnes pratiques. Et celui qui est imparfait nous intéresse énormément parce qu'on va aller vers lui pour pouvoir le faire progresser en achat. Des fois, on fait les achats pour eux, pour qu'ils soient plus performants, pour qu'on les fait travailler avec nos services prévention quand il y a des problèmes identifiés de sécurité. Et ça nous permet de les accompagner pour les mettre à un niveau intéressant tout en se disant que
ça crée une relation particulière, au moins pendant 2-3 ans. Et on sait que lui, il va y avoir cette relation qui va s'instaurer. Et on va dire qu'on aura la possibilité d'accéder à un panel de sous-traitants de façon un peu plus aisée que les autres, avec une meilleure entente, en faisant progresser en interne ces sous-traitants. Et ces gueules cassées, ces imparfaits, qu'on va aider, qui nous intéressent énormément. On cherche l'imperfection, paradoxalement. Et donc, c'est vraiment une démarche qui s'instaure dans cette relation équilibrée de partenariat. Et la RSE nous oblige vraiment à arriver là-dedans. Donc, c'est un impératif. Je veux dire, celui qui n'arrive pas à intégrer ça dans les 3 prochaines années aura vraiment un problème sur son chiffre d'affaires. Donc, on veut être moteur et on veut être l'ETI de préférence sur cet ensemble RSE. D'accord, donc je note en plus de cette relation entre partenaires avec vos fournisseurs, un travail très en amont sur la démarche RSE et vous allez chez le fournisseur pour l'aider à avancer. Ça, c'est pas classique non plus. Hein. Alors, on va le faire de plus en plus. Ça n'a pas été facile avec le confinement. On organise des rencontres entre les sous-traitants et les équipes chantier. On se déplace de plus en plus chez les fournisseurs et sur les chantiers pour voir comment ils travaillent. Ça nécessite un investissement en tant qu'achat. On est en train là de mesurer le temps que ça prend sur nos acheteurs pour voir comment il va falloir s'organiser, chacun découvrant les exigences de la RSE pour les années à venir et donc comment se cadrer le plus efficacement possible plutôt qu'avoir des papiers à montrer en disant j'ai tel niveau, silver, gold, etc. Là, je fais du fond et de toute façon, du coup, j'aurai un niveau intéressant. D'accord. Écoutez, on a 2 axes qu'on partage déjà. Et il y a un autre élément qui m'intéresse. J'ai une vraie question pour vous. Est-ce que les achats sont une science ou bien il faut prendre les achats de manière différente ? Une science, il n'y a pas de science exacte déjà quand on voit au niveau de la gravité, comment ça a évolué de Newton à Einstein. Non, ce n'est pas une science, c'est surtout une observation. Je me nourris, moi, des observations qu'on fait avec tous ces tableaux les tableaux de négociation, on appelle ça chez nous. J'adore regarder les négociations qui se sont faites avec le GIGN, avec le Brexit, avec tous ces éléments. Donc, c'est de l'observation. Qu'est-ce qui marche ? Essayer de comprendre pourquoi ça marche et le reproduire. Donc c'est avant tout de l'observation, et c'est ce qui nous fait évoluer, et c'est ce qui est passionnant dans ce métier, c'est de se nourrir de toutes ces cultures pour pouvoir faire progresser les habitudes. On s'aperçoit que, par exemple, à un certain niveau de négociation, à un certain niveau de montant, eh bien, la négociation à 2 est plus efficace que tout seul. Bon, je n'aurais pas cru au départ. Et puis, c'est en regardant mes éléments, je me dis pourquoi ça marche. Ben oui, il y en a un qui mène, l'autre qui observe. Il a une plus grande observation, il a moins de stress, il peut donner des éléments, etc. Donc, c'est de l'observation, c'est du rationnel. Et ensuite, on va mettre tout ça en musique dans une relation, avant tout, interpersonnelle. C'est de la communication. C'est un troc, la négociation. Donc, comment on fait pour affiner ce troc ? Très bien, ça veut dire que si on se revoit dans 5 ans dans l'université des achats, le discours va évoluer. C'est ce que je n'arrête pas de le dire, ça. C'est-à-dire qu'on essaye d'être très fort sur nos bases pour se dire, dans 3 ans, le métier que je fais, je ne le ferai plus comme ça, mais toujours avec cette base sur la négociation. Je reprends le parallèle avec le judo. Eh bien, on va essayer au fur et à mesure de progresser, de se concentrer sur qu'est-ce que le déséquilibre, qui est vraiment la base. Et une fois qu'on a réussi à acquérir ces fondamentaux, eh bien, d'ailleurs, à la fin d'un parcours de judoka, on redevient ceinture blanche au 10e dan, comme on l'était avant de commencer. Parce que cette fois, on est en maîtrise avec ces fondamentaux qui vont nous permettre, eh bien, moi, sur la quinzaine d'années de compétition que j'ai fait, eh bien, au fur et à mesure, le judo a évolué, mais pas les éléments de base. Qu'est-ce que le déséquilibre ? Qu'est-ce que le piège ? Qu'est-ce qu'un uke ? Très intéressant. On a des étudiants, qui soient en Master 2 achat ou autres, qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que la démarche GCC est la référence qui est enseignée à l'heure actuelle aux nouveaux acheteurs, ou bien on n'en parle pas, ou bien c'est une petite partie de ce qui est évoqué ? Je crois que dans toutes ce qui est intéressant, moi quand j'ai repris mes études, c'est qu'on voit des tas de choses différentes justement.
Est-ce que c'est la référence? Est-ce qu'il faudrait que ça soit la référence? Non et non. C'est comme ça que nous, un achat est toujours contextualisé. Et nous, dans le contexte, eh bien, c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir les meilleurs éléments. Mais surtout, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas une version unique de faire les achats. Et moi, j'ai rencontré des gens merveilleux qui m'ont montré qu'on pouvait faire le show en faisant des achats. Je me rappelle d'un retraité qui venait nous voir, qui avait des choses sublimes à nous dire. Des fois, on avait l'impression professeur en achat, vous voulez dire? Voilà, c'est ça, un professeur en achat. Des fois, j'avais l'impression que c'était Robert De Niro, c'était extraordinaire. Et puis, ou d'autres, un acheteur de la SNCF qui nous a expliqué comment on essaye d'obtenir une fonction et comment ça avait été mis en place sur le TGV, etc. Donc voilà, il faut surtout s'ouvrir l'esprit, se dire d'avoir des tas de méthodes et qu'il faut essayer des tas de méthodes, s'ouvrir et regarder celle qui nous convient le mieux, au contexte, à nous, à l'entreprise et au contexte qu'il peut y avoir actuellement, par exemple, de hausse des prix, même si ça se calme. Mais tout ça, c'est contextualisé. Le contexte sera différent l'année prochaine. Dans 3 ans, il sera encore pas pareil. Et du coup, il faudra se réadapter. En 2013, GCC faisait 650 millions de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est 1 milliard. Et bien, les achats de 2013 ne peuvent pas être les achats de 2021. Très bien. Ça, c'est un bel enseignement. On note cette volonté de trouver un intérêt mutuel chez GCC entre le client et le fournisseur, mais il y a quand même des fournisseurs qui ne doivent pas être au rendez-vous. Vous faites quoi dans ces cas-là quand le produit n'est pas livré, quand il est défectueux, quand il y a des soucis avec ce fournisseur? Vous savez être dur ou bien derrière vous restez, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil? Non, c'est pas un monde de bisounours. La négociation assertive nous donne une arme de plus. Elle va nous permettre en cas de problématique eh bien, de pouvoir actionner des leviers qu'on n'avait pas, des leviers un peu plus affectifs, etc. Il y a une panne de production, nous, on va peut-être passer avant les autres au moment du redémarrage. Et puis, il nous restera aussi les armes classiques de l'acheteur, la mauvaise humeur, mettre des argumentaires en fonction des décibels. On sait faire aussi, on n'a pas changé. On s'est doté d'une arme supplémentaire qui est extrêmement efficace. Mais celui qui veut de l'acheteur très ancien, je l'ai en stock et je sais le ressortir aussi, il n'y a pas de problème. Intéressant. On n'a pas parlé de chiffres lors de cet échange. Est-ce que vous avez un chiffre à nous partager pour se dire que oui, il y a une vraie valeur ajoutée à cette démarche achat? Parce que c'est bien, mais dans une grande entreprise, il faut toujours prouver par des chiffres que ce qu'on a fait, c'est la bonne solution. C'est toujours difficile de prouver par des chiffres l'impact des achats. Et on essaye toujours nous, on le fait. L'efficacité des achats, c'est comme un trou noir. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Par contre, on va voir l'effet que ça fait sur différents critères. Donc, on peut le mesurer sur le gain qu'on fait sur la négociation, sur le gain sur les budgets. Ça peut être tributaire d'un tas de choses. Et on aime bien, nous, le mesurer sur le fait, est-ce qu'on avait le choix après la négociation? Ça permet de voir la qualité du process. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans ce fameux audit que j'ai fait au départ, eh bien, dans 90% des cas, à la fin de la négociation, on n'avait pas le choix. On nous disait que c'était Toto qu'il fallait prendre. Et maintenant, eh bien, notre taux, il est en dessous de 40%. Et donc, ça veut dire que qualitativement, les gens se sont appropriés ça pour nous donner des éléments pour négocier dans de meilleures conditions. Et ce sont tous ces éléments-là qui vont nous faire voir est-ce qu'on est dans la bonne direction, notamment sur les hausses de matières premières. On a calculé le total des hausses, l'impact que ça pouvait avoir et l'impact que ça a réellement eu. Donc on a eu des hausses, mais ça nous permet de voir qu'on est plutôt dans la partie basse des hausses plutôt que la hausse intégrale qu'on aurait dû avoir. Donc on va mesurer des tas d'éléments comme ça, et c'est la croisée de ces éléments qui va nous permettre, leur interprétation, qui va nous permettre si on a réellement un impact qui va dans le bon sens. Voilà. Mais les impacts qualitatifs, du coup, ont pour nous plus d'importance là-dessus. On va mesurer par exemple si un chargé d'affaires, quand il fait une première affaire avec un acheteur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un chargé d'affaires déjà avant d'aller plus loin dans votre exemple? Le chargé d'affaires, c'est le maestro d'un chantier. C'est celui qui va gérer les équipes et la relation avec le client. Et donc, est-ce que cette personne, quand il s'adresse à un acheteur, est-ce que dans les 6 mois qui viennent, est-ce qu'il s'adresse une nouvelle fois? Et donc ça veut dire qu'il est satisfait. Et donc, on va mesurer des tas d'éléments comme ça qui vont nous permettre, si on est dans cette relation de partenaire avec nos équipes internes, parce que 50% de notre temps de négociation
se passe en interne. On va négocier qu'est-ce qu'on a le droit de négocier, le mandat interne, et ensuite on va négocier la solution qu'on aura trouvée, puisque il y a cette relation de partenaire avec le fournisseur, et donc on a trouvé une solution technique qui est différente. Et grosso modo, en schématisant, notre chargé d'affaires, il voulait une BMW au prix d'une Fiat, on lui a trouvé une Mégane au prix pas cher d'une Mégane. Et c'est ça qu'il va falloir défendre, et ça fait partie de la négociation de l'acheteur. C'est 50% de son temps de négociation. Et donc il y a aussi cette relation de partenaire à avoir avec les gens, les personnes en interne, les personnes de chantier ou la direction. On le traite pour nous comme une négociation comme une autre, où il va falloir troquer un certain nombre de choses pour faire accepter cette solution. Puisque nous, on ne peut pas imposer la solution. On ne veut pas imposer la solution au chargé d'affaires. On veut que ça soit une décision collégiale. Il compte une voix, on compte une voix. Si on n'est pas d'accord, c'est le porteur de bilan qui, lui, doit trancher. Et donc, il faut arriver à convaincre tout le monde là-dedans pour qu'on soit tous dans le même état d'esprit pour pouvoir progresser. Voilà. On n'est pas les uns contre les autres. On a chacun une bonne raison de défendre sa solution et il va falloir qu'on partage avec ça. Voilà qui est très intéressant. Dans la période actuelle, on voit qu'il y a des difficultés d'approvisionnement dans votre métier, tout ce qui est ferraille, tout ce qui est bois par exemple. Est-ce que votre méthode de négociation apporte une valeur ajoutée pour avoir du produit déjà? Ce n'est pas le prix actuellement, je veux du produit pour arriver à construire. Alors on a fait les choses différemment, nous effectivement. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait... dans les affaires où le délai était le plus important, qu'on allait multiplier le nombre de fournisseurs pour diviser les risques. Donc on a choisi de faire des lots plus petits et de mettre des personnes dessus qui soient capables de faire les 2 lots, s'il y en a un qui flanche. Et donc on a réussi à faire ça. En toute sincérité, du coup, on n'a pas eu, nous, de phénomène pénurique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle pénurie dans les achats, c'est quand on ne peut pas changer de solution et qu'il y a plus de 4 semaines de retard. Et donc, on n'a pas eu de pénurie. On a eu des retards dans les périodes de mai-juin, mais qui sont les mêmes qu'on avait en 2019. D'accord. Quand un bétonneux est en retard, ça ne peut pas être de la faute de l'acier qui est fabriqué en Chine. Donc, c'est les mêmes choses qui nous ont donné les mêmes retards. Alors, on a eu une hausse des prix, mais on n'a pas eu réellement de phénomène pénurique. Voilà une conclusion très intéressante. En termes de conclusion, on en arrive à la fin de notre échange. Notre question de départ, c'était l'équilibre de relations entre clients et fournisseurs, une utopie ou un gage d'intérêt mutuel. Moi, j'ai appris plein de choses, mais votre conclusion à vous, Franck, aujourd'hui, c'est quoi? Évidemment, du coup, je choisirais une 3e voie. C'est avant tout une nécessité. Voilà. C'est rien d'autre qu'une nécessité. Dans la période actuelle, on est forcé d'avoir cette démarche équilibrée pour pouvoir nous conduire sur cette route de la RSE et sur des achats qui soient mieux faits et de meilleure qualité que ce qu'on pouvait faire précédemment. Voilà. Ce sera le mot de la fin, la nécessité d'une relation équilibrée entre clients et fournisseurs. Franck, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup.